La RTI et la SICOJ vous offrent Soir de Cannes. Du suspense, de l'émotion, des buts exceptionnels. Vous avez été servi aujourd'hui encore, car bien sûr, la CAN Guinée équatoriale 2015 tient toutes ses promesses. Le suspense est entier, en tout cas dans le groupe D. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Soir de Cannes. On va commencer tout de suite par évidemment quelques titres de la presse. La Côte d'Ivoire a été accrochée par le Mali. Face au Mali, la Côte d'Ivoire évite le pire. C'est bien sûr la seconde une qu'on a choisie ce soir. Et la Côte d'Ivoire bute sur un solide Mali. Ce sont les unes respectives du Monde, de France 24 et du Parisien. Si nous devions nous référer à ces titres, l'on pourrait être tenté de dire que la mauvaise opération de la journée est à mettre à l'actif de la Côte d'Ivoire. Et pourtant, dans le groupe D, tout le monde est à égalité parfaite. Et pour en parler, nous recevons ce soir Bakayoko Kapi. Bonsoir. Bonsoir Fatim. Alors, une égalité parfaite dans le groupe D, on n'aurait pas pensé à ça dès le départ. Oui, au départ, puisqu'il s'agit d'équipes qui viennent de chapeaux différents, donc des équipes qui sont dans des classements différents aujourd'hui au niveau du classement CAF et du classement FIFA. Mais on se rend bien compte que sur cette compétition, on a une égalité parfaite entre les 4 équipes du groupe. Et justement, on va en parler dans le détail dans quelques instants. Mais permettez-moi de dire bonsoir à Madame Adjarima Touré. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Fatima. J'ai pas écorché le nom, hein, c'est ça? Non. D'accord. Oh là là. Alors, vous représentez votre sponsor, la SICOJ, ce soir. Et avec vous, on va parler d'un service. Oui, effectivement, ce soir, je représente la SICOJ, la Société ivoirienne de gestion et de construction immobilière, leader de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Et ce soir, je vais vous parler de Gestimo, SICOJ, gestion immobilière. Alors la SICOJ, on sait faire des maisons, mais pas que. Nous savons aussi faire de l'intermédiation immobilière. Donc nous assurons la transaction entre deux personnes morales ou physiques dans l'achat ou la vente de produits immobiliers. Et nous travaillons également dans la gestion immobilière, c'est-à-dire la mise en location de biens immobiliers pour le compte de particuliers ou d'entreprises. Le recouvrement de loyer, en somme, si vous êtes propriétaire d'un bien immobilier, je vous invite à vous adresser à la SICOJ en toute sécurité, votre bien sera géré. Nous faisons également de la gestion de syndic de copropriété, c'est-à-dire nous assurons la gestion courante des parties communes, d'immeubles, de quartiers, de cités. Alors, si vous voulez avoir un beau cadre de vie, contactez-nous. Nous ferons un plaisir de venir gérer votre syndic de copropriété. Merci beaucoup. Excusez-moi de vous couper, mais on va revenir dans quelques instants sur évidemment les produits de la SICOJ. En plus, vous avez un gagnant à récompenser ce soir, donc il viendra nous rejoindre dans quelques instants. Oui, c'est ça. Avant cela, permettez-moi, s'il vous plaît, d'aller droit au but avec notre premier résumé de la soirée. Côte d'Ivoire, Mali, match nul, 1-1. C'est bien long le texte. Pour bien comprendre les enseignements de ce deuxième match nul des éléphants de Côte d'Ivoire, je vous ramène à ces quelques mots de Tiéné Siaka juste après le match contre la Guinée. Ça ne va pas être facile pour nous, pour tout le monde d'ailleurs. Après, il faut revoir avec le coach comment entamer notre début de match. Il a bien raison, Tiéné Siaka. Parce que face au Mali, les mêmes problèmes ressurgissent. On joue moins de 7 minutes. Bakary Sako, oublié par Serge Aurier, marque pour le Mali. Les Ivoiriens réagissent dans le dernier quart d'heure. Sur ce corner de Yaya Touré, la tête de Touré Kolo Habib, Soumaïla Diakité sauve le Mali. Il y a eu la complicité de la barre transversale. Tous les regards sont tournés vers la deuxième mi-temps. Seulement, les Ivoiriens ont manqué d'engagement. Ils ont manqué de franches actions offensives. Jusqu'à ce que arrive l'heure de Max Alain Gradel. Peut-être. La Côte d'Ivoire enregistre son deuxième match nul. Alors, question, quand allons-nous arrêter de courir après l'égalisation? Vraiment, on a échoué.
Ben, on va essayer bien sûr d'avoir les réponses des concernés après donc, le match, la conférence de presse. On ne peut pas se lamenter, c'est le football. En première période, on prend toujours les buts sur les erreurs qui payent toujours cash. C'est qu'on est dos au mur que toujours on se réveille, mais je pense que c'est un point très important et la finale sera jouée contre le Cameroun. On a eu de la peine en première mi-temps, mais on est bien revenu en deuxième mi-temps. On s'est créé beaucoup d'occasions et je crois que cette équipe-là est une équipe, cette équipe de la Côte d'Ivoire est une équipe très jeune. Il y a beaucoup de jeunes qui débutent dans cette CAN pour la première fois. Donc c'est aussi difficile pour eux. Et c'est à nous, les joueurs d'expérience, d'apporter un peu de notre expérience à cette équipe. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, Yaya, il a montré qu'il était un capitaine exemplaire en se battant sur tous les ballons. Et c'est les ans pas suivre. On a commencé difficilement, on a pris un but très rapidement qui nous a déstabilisés. Mais je pense que voilà, on a montré encore du caractère, encore une fois, cette jeune équipe qui revient au score en fin de partie. Et surtout, on s'est créé beaucoup d'occasions. Et c'est ça le point positif. Alors Capi, je vais tout de suite me retourner vers vous. On va parler donc de ce match. C'est vrai qu'on a eu, vous avez pu le constater, hein, c'est pas la conférence de presse, mais plutôt la zone mixte, bien sûr, où on a pu avoir des réactions. Alors, on a pris un but dans les premières minutes du match, un peu similaire au but de la première journée. Comment vous expliquez ce relâchement quand même de la défense ivoirienne? On peut avoir plusieurs explications. Une des premières explications, c'est la qualité de l'échauffement. Lorsqu'une équipe ne fait pas un échauffement coordonné avec une prise au chronomètre donc, de la température du match, on peut, après l'échauffement, avoir un refroidissement. Parce que le match commence par exemple à 16h, si vous faites un échauffement qui finit à 15h50, 15h45, vous avez 15 minutes avant la reprise. Pour beaucoup de joueurs, on peut avoir un refroidissement. De l'autre côté, on peut avoir une sorte de manque de préparation mentale au match. Dans beaucoup d'équipes, il y a à ces moments précis des personnes qui sont chargées de réveiller l'influx nerveux des joueurs pour faire en sorte que dès le coup de sifflet de démarrage, le joueur il est déjà prêt, il est dans le match. Mais là, quand on regarde notre équipe, je ne sais pas ce qui se passe exactement, mais on a comme l'impression qu'ils mettent du temps à rentrer dans la conscience même du match. Bah justement, c'est ce que je voulais vous demander. Vous me parlez de réveil d'influx nerveux. Est-ce que quand on a un match aussi important, quand on sait que les 3 points de la victoire sont vraiment, c'est capital, est-ce qu'on peut se permettre de ne pas être réveillé à ce moment-là du match? Oui, cela peut bien arriver. Vous savez, il y a un stress énorme avant un match de ce type. Surtout que dans cette poule, il y a une égalité stricte entre toutes les équipes. Donc le stress, il est énorme. Et ce n'est pas tout le monde qui est préparé à surmonter le stress. Parce qu'il faut bien qu'on explique aux gens que le stress, c'est un sentiment d'impuissance face à une situation. Et donc, le joueur qui doit entrer sur le terrain... on va revenir sur la première image donc, que vous avez présélectionnée. Exactement, on va essayer de parler de ce réveil qui a été peut-être un peu trop tardif pour la Côte d'Ivoire. C'était donc à 5, on va commencer à la 5e minute environ. Une action que je vais vous laisser commenter. Voilà, on le voit, c'est l'action du but. En ce moment, on est dans le camp, malien. La Côte d'Ivoire est en train de construire son action et on perd le ballon. Donc l'action engagée, les Maliens franchissent la médiane. Et vous allez le voir tout à l'heure, quand on va arrêter l'action, vous allez voir qu'à ce moment précis, regardez, voilà une action, on perd le ballon dans le camp malien et les Maliens montent tout de suite dans notre camp. Et qu'est-ce que nous constatons? Nous avons 1, 2, 3, 4, 5 joueurs maliens. On a 1, 2, 3, 4, 5 défenseurs. On a déjà, ce qui veut dire que sur l'équipe de la Côte d'Ivoire, il y a 6 joueurs qui sont éliminés sur l'action. L'action continue et vous voyez bien que c'est un joueur oublié sur l'attaque rapide qui vient marquer. Qu'est-ce que cela signifie? Que sur le collectif, il y a des positionnements qu'on apprend dans la préparation du match. Mais on se rend bien compte qu'en début de match, comme ils ne sont pas encore vraiment dans le match, ils ne jouent pas leur rôle pleinement, ils ne font pas ce qu'ils ont à faire. Un ballon perdu aussi rapidement, il faut tout de suite engager le déplacement. Regardez, à ce moment précis, les Maliens sont quasiment tous dans leur camp. Il n'y a que 2 ou 3 qui partent. Mais ils partent à plusieurs et tout de suite, ils sont dans le match à fond. Mais nous, on ne repart pas. Quand vous regardez cette action, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs ivoiriens dans le camp malien qui sont donc éliminés dès la première passe. Il est donc normal qu'au bout là-bas, ils aient ce surnom. Regardez la répartition. On a 2 Maliens dans l'axe, 2 Maliens, un Malien à gauche et un Malien qui vient en appui. Celui qui centre
il est tout seul dans son coin, mais de toute façon, il doit envoyer le ballon. Et quand vous regardez la position des Ivoiriens, tous les 4 défenseurs sont sur les 2 joueurs maliens. Ça veut dire simplement que le dispositif qui doit être mis en place par n'importe quelle équipe normale n'est pas mis en œuvre par les joueurs. On voit Serge Aurier qui arrive quelques instants plus tard. Mais ce n'est pas forcément la faute à Serge Aurier. C'est le dispositif défensif. C'est-à-dire, dans ce genre de situation, il ne faut pas accuser un joueur. Il faut accuser un système. Le système, évidemment. Voilà. Qui le système n'est pas bon. Mais on se rappelle quand même que la Côte d'Ivoire a encaissé 2 buts. De la même manière, du même côté. À un moment, on se dit, si ça ne va pas, il faut peut-être changer quelque chose. Non, regardez, on a un système où Serge Aurier, par tempérament naturel, il monte. Oui, bien sûr. Dans toutes les équipes. Et d'ailleurs, on ne peut pas lui reprocher ça parce qu'il est excellent quand il monte. Non, ce n'est pas le fait qu'il soit excellent ou pas. On joue ensemble. Le football se joue à 11. Si on a un latéral qui a pour habitude de monter à l'offensive, cela signifie qu'on prend les dispositions pour couvrir son espace au moment où il monte. Malheureusement, on se rend bien compte que quand Serge Aurier monte, le dispositif de couverture ne se met pas en place systématiquement. Donc, il est encore obligé, le même qui est monté pour amener une action offensive, de refaire le chemin retour pour venir défendre. Alors, si l'action va trop vite, on le voit au départ. Au départ, nous sommes 5-6 joueurs ivoiriens dans le camp malien. Dès la première passe, la balle franchit la médiane. Ce qui signifie que Serge Aurier qui est parti, vous voyez Serge Aurier, il est au fond. Vous le regardez au fond là-bas, au fond de l'image. Alors, d'accord, ça évidemment c'est... Il est au fond de l'image parce qu'en fait, il s'attend à ce que l'Ivoirien qui a perdu le ballon lui envoie le ballon point centre, mais il perd le ballon. Donc à ce moment précis, Serge est éliminé. Wilfried et tous ceux qui sont dans ce camp sont éliminés par la première passe. D'accord, et malheureusement ça fait but donc... C'est normal qu'on prenne le but. Alors on va revenir sur un autre élément que vous avez demandé également de sortir, c'était celui de Eric Bertrand Bailly qui bien sûr a fait une erreur qui a été tout de suite sifflée donc, par l'arbitre du match et vous vouliez revenir dessus. Alors vous me dites pourquoi exactement? Bon, c'est à la fois une erreur et une faute. C'est une faute parce que dans le jeu c'est un geste qui est interdit. C'est une erreur parce qu'on se rend bien qu'il ne connaît pas la règle. C'est vraiment une faute qui n'a pas été formée à cela. Regardez l'action. Tac, il a le ballon. La règle interdit de faire la passe à son gardien. Avec une exception, si le ballon vient vers la tête et que vous déviez le ballon de la tête vers le gardien peut prendre le ballon. Vous ne pouvez pas ramener du pied. À condition qu'il ne s'agisse pas d'un acte volontaire. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes en train de défendre sur un adversaire et que le ballon vient frapper votre pied et va vers votre gardien, il n'y a aucune intention de lui faire la passe, le gardien peut prendre le ballon des mains. On peut estimer que c'est une erreur de jeunesse. Alors, mais en fait, beaucoup de gens ne savent pas. Ça prouve que même en équipe nationale, on n'a pas pris le temps de former. Vous voyez que jusqu'à là, il se plaint, il ne comprend pas. Bien sûr, il ne comprend pas. Alors que la règle est simple. Il est interdit de faire la passe au gardien du pied. On peut la faire de la tête. Mais lorsque le joueur jongle du pied et emmène par lui-même le ballon vers sa tête, comme il est en train de faire, on estime qu'il est en train de frauder la règle, de tenter de contourner une règle. Parce qu'il y a une volonté donnée à son gardien, c'est lui qui envoie le ballon vers la tête et il fait le coup de tête. Il y a une double sanction pour ça. La première sanction, c'est la sanction technique, c'est-à-dire le coup franc indirect, et la sanction, j'allais dire, disciplinaire, c'est le carton jaune. Mais en plus, il faut qu'on explique aux téléspectateurs que là, ce n'est pas le gardien qui fait la faute. C'est le joueur qui remet le ballon. Mais ça, on l'avait compris. Mais habituellement, quand on envoie le ballon, c'est-à-dire qu'habituellement... ce qu'on va faire, c'est que déjà, on a vu les actions que vous avez présélectionnées. On va essayer d'avancer un tout petit peu quand même dans le match. Exactement, on va parler là, cette fois-ci, de Palette. Et évidemment, on a choisi le but ivoirien. Alors, sur ce but ivoirien, c'est le scénario classique en Côte d'Ivoire. On ouvre sur le côté pour un de nos ailiers qui va en percussion et qui ramène soit par un centre, soit par une balle en retrait. Et là, on a un retrait qui est très bien fait. Et surtout, on voit bien que Mas Gradel qui reçoit le ballon se place dans une position telle qu'il peut éviter le défenseur qui vient en face. Il fait un petit changement de pied qui lui permet donc d'ajuster une balle qui surprend le gardien en plus. C'est ce qu'on reproche à notre équipe, c'est de ne pas avoir justement cette mobilité. Or, sur cette action, vous voyez, il y a des faux appels, il y a une volonté de venir apporter aux partenaires des solutions. Et quand vous êtes dans la mobilité au football, vous pouvez toujours surprendre l'adversaire. Parce que comme je dis, si on ne court pas, on ne peut pas aller vers le camp de l'adversaire. Le terrain fait près de 500 mètres. Il faut partir d'un point à un autre et cela ne peut se faire sans la mobilité. Une équipe qui transmet le ballon, ça suppose que les joueurs sont en mouvement. Et c'est pour ça qu'on parle
déplacement. Merci beaucoup, Capi. Alors évidemment, on a assisté cet après-midi à un match nul entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Un match nul, évidemment, on a pu le voir avec les buts. Est-ce que vous pensez honnêtement que cette équipe de Côte d'Ivoire-là pourra atteindre le second tour? Oui, si la progression qu'on a eue entre le premier match et le match d'aujourd'hui continue, oui, on peut aller loin. Parce qu'entre le premier match où ils n'ont pas du tout joué et ce match-ci où ils ont commencé à jouer, ils ont vraiment commencé à avoir du mouvement, à avoir de la solidarité, à avoir le souci de conquérir le ballon entre les pieds de l'adversaire, à donner des solutions aux partenaires quand on est à la phase offensive. Oui, si on continue cette progression, face au Cameroun, on va avoir donc un niveau un peu plus haut. Il y a des chances effectivement qu'on puisse aller plus loin dans cette compétition. Il faut surtout éviter le scénario du match de la première journée. Déjà là, on est dans le bon sens. Mais il faut améliorer. Hein. Je veux dire, ce n'est pas encore ce qu'il nous faut, mais il faut aller dans le sens. Il y a une progression, il faut continuer la progression. D'accord. On va à présent voir une caricature. Et évidemment, Capi, c'est vrai qu'en général, vous préférez des actions de but, mais là, c'est une action qu'on a envie de vous voir expliquer. Comment vous voyez cette image-là? Comment vous la lisez? Cette image qui dit, en fait, ce que les Ivoiriens ont toujours pensé. On a toujours eu le sentiment que la Côte d'Ivoire était une équipe supérieure à toutes les autres. Et effectivement, quand on a une équipe supérieure, on peut estimer que lorsque l'équipe qu'on estime inférieure à nous a l'égalité, c'est comme si nous, on était tombés. Donc, il faut nous sortir de ce complexe de supériorité. Avant un match, on n'est pas supérieur aux autres. On est supérieur quand on les a gagnés. Donc, aujourd'hui, on n'est pas tombé. On est à égalité avec une équipe qui a montré qu'elle est égale à nous. Donc, on n'a rien perdu. On n'a rien perdu. Voilà. Il faut simplement se départir de l'idée qu'on a une équipe supérieure aux autres. On a un éléphant digne, mais on respecte nos adversaires. Et d'ailleurs, le tableau donc, récapitulatif tout à l'heure va nous le démontrer. Je me retourne vers notre sponsor. Et évidemment, vous avez une récompense à décerner ce soir. Alors, on a le super gagnant du chèque de 50 000 francs. Oui, on va bien sûr appeler. On va recevoir. Évidemment. Alors, oui, allez-y, vers elle, il n'y a pas de souci. Le temps pour moi d'expliquer que ce n'est pas la dame qu'on voit ce soir qui a gagné, mais plutôt des parents, voilà, c'est ça. Mais voilà, Madame Adja Besson Hortense. Voilà, bon, on n'a pas bien vu, hein, mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'elle est tellement contente d'avoir pris son oui, donc c'est réglé. On ne va pas en dire plus. En tout cas, merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Ah, ça a été très bref, hein, on aurait voulu même l'entendre, on n'a pas pu. Bon, et vous avez bien sûr une question relative au jeu. Alors, aujourd'hui, il y aura la question pour le super lot de 15 millions, une villa de 15 millions à gagner dans la ville de Kong. Il vous suffit de répondre à cette question. Que signifie SICOGI? A1, Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière. A2, Société internationale de construction et de gestion immobilière. Je vous invite à répondre à cette question et tenter de gagner la super villa de 15 millions dans la magnifique ville de Kong en envoyant A1 ou A2 par SMS au 98 089. A1, A2 au 98 089. Et vous avez également le numéro gagnant du jour. Aujourd'hui, le numéro gagnant du jour sera communiqué dans une autre émission. D'accord, pas de souci. Merci beaucoup. En tout cas, restez avec nous, bien sûr, jusqu'à la fin de l'émission. On passe à présent à la deuxième affiche de la journée. Cameroun, Guinée, match nul également. On regarde les temps forts avec, bien sûr, un résumé. Le premier signal fort de ce match est venu du Cameroun. Il a fallu le réflexe de Yatara Nabi pour écarter le danger. Le Cameroun sait qu'il y a des failles dans la défense guinéenne. Il faut donc accentuer la pression. Sur cette autre action, la défense réagit positivement. La persévérance camerounaise finit par payer. À l'entame de la 13e minute, c'est sur un corner que Benjamin Moukondjo réussit à punir le portier guinéen Yatara Nabi. La Guinée réagit à la 34e minute. La frappe de Ibrahima Traoré, réaction de Joseph Ebongo. Mais les Guinéens sont combatifs. Avec le capitaine Ibrahima Traoré,
être technique, ça fait du bien. Joseph Ebongo est battu. La Guinée égalise. Seconde période, 64e minute. Vincent Aboubakar manque de peu le deuxième but camerounais. 75e minute, la réplique vient de la Guinée. La frappe de Naby Keïta, réaction de Joseph Ebongo. La dernière action est pour le Cameroun. La tête de Stephen India, ça passe à côté. Il n'y aura pas de vainqueur entre la Guinée et le Cameroun. Eh ben, on va dire qu'on a eu droit aujourd'hui à une surprenante équipe de Guinée qui ne cesse finalement de monter en puissance au fur et à mesure de la compétition, parce qu'on pensait quand même que face au Cameroun, elle allait s'incliner, mais ce n'a pas du tout été le cas ce soir. Oui, ce n'est pas du tout la situation à laquelle on aurait pu penser quand on se refait à la première prestation, notamment contre la Côte d'Ivoire, parce que cette équipe m'a paru un peu timide, un peu complexée face à la Côte d'Ivoire. Mais je pense que le match nul obtenu face à la Côte d'Ivoire a boosté leur confiance. Et je pense que c'est grâce à la confiance nouvelle que cette équipe de Guinée a pu présenter cette qualité de jeu aujourd'hui. Ils avaient l'air plus sereins, plus sûrs d'eux. Et ils avaient le courage de mener leurs actions jusqu'au bout. C'est vrai, ils n'ont pas encore été totalement débarrassés de ce sentiment de satisfaction dès qu'ils arrivent à se hisser au niveau de leur adversaire. Mais il reste quand même le fait que c'est une équipe qui a un gros potentiel. Et si la progression continue, le Mali a vraiment du souci à se faire dans le troisième match. Et justement, on va parler du troisième match dans quelques instants. Mais avant cela, on va revenir sur une des palettes que vous avez choisies, bien sûr, ce soir. Exactement. Alors ça, c'est le but camerounais. On a le sentiment que le joueur camerounais touche le ballon, il tente un geste en fait, mais il ne touche pas le ballon, son geste surprend le gardien guinéen et finalement il prend un but parce qu'il est paré sur le fait que le Camerounais va dévier la trajectoire. Malheureusement, ce n'est pas le cas, c'est plutôt la trajectoire courbe du ballon depuis le corner qui donne cet effet. Ça signifie simplement que cette équipe n'était pas bien placée au moment où se shootait le corner. Normalement, quand on se place, on met un joueur au premier poteau et on met un joueur sur chacun des adversaires présents. L'idée étant d'être capable d'aller vers le ballon et de couper la trajectoire du ballon qui vient vers l'adversaire au côté duquel on se tient. Beaucoup de défenseurs font l'erreur de croire que c'est l'adversaire qu'il faut empêcher de jouer. Non, on se met près de l'adversaire pour observer la trajectoire du ballon, mais dès que le ballon a décollé, l'adversaire n'est plus important, c'est la trajectoire. Il faut aller couper la trajectoire pour donc sortir le ballon. Il ne sert à rien de bousculer un adversaire ici, il faut plutôt se tenir à son niveau avant que le ballon ne soit frappé, mais dès que le ballon est frappé, c'est la trajectoire du ballon qu'on observe pour aller le dégager. Vous voyez, tous ces trois-là sont éliminés parce qu'ils regardent le jeu du joueur camerounais. Oui. Finalement, le joueur camerounais n'arrive même pas à faire son geste, mais ils sont tous trompés par ce geste raté. Alors, grosse erreur défensive, évidemment. Et puis derrière, la Guinée donc, qui va rattraper justement cette grosse bourde et évidemment arriver à égaliser. Dans un match qui a été quand même exceptionnel, on va dire. Oui, c'était un match exceptionnel parce que les Camerounais, quand on regarde le déroulement du match, les Camerounais étaient partis dans l'idée de faire en sorte de ne pas permettre aux Guinéens de devenir plus confiants. Donc, d'entrée de jeu, ils voulaient marquer tout de suite pour faire en sorte de les décourager, pour leur passer plus de buts. Malheureusement pour eux, quand ils ont marqué le premier but, au lieu de se décourager, les Guinéens se sont remis un peu plus dans la danse. Alors Capi, je vous propose justement de voir notre deuxième image donc, de la soirée. Et puis en commentaire, toujours match nul, c'est la poule qui est nulle. Là, on va mettre, nous, un point d'interrogation pour savoir si oui ou non. La poule serait nulle si c'était des matchs nuls avec des scores vierges. Ouais. Dès lors qu'il y a des buts, ce n'est pas la poule qui est nulle, il y a simplement un véritable nivellement des équipes dont il faut tenir compte. Et cela s'explique. Avant, on avait des équipes avec des différences de niveau des joueurs. Quand on regarde aujourd'hui les compositions de toutes les équipes qui vont à la CAN, tous les joueurs sont dans les championnats européens parmi les meilleurs. Donc, il y a un nivellement qui se fait entre les équipes. Les temps de préparation étant quasiment les mêmes, on a normalement
tout se joue maintenant sur la détermination, le fighting spirit, la gestion de l'énergie de l'effectif. Parce que les matchs sont rapprochés, il faut que les entraîneurs gèrent bien les personnes qui mettent sur le terrain et puis la gestion du mental. Et puis on a eu beaucoup de blessés depuis hier. Évidemment, ça n'arrête pas. Il va en avoir encore plus parce que quand on joue tous les trois... Peut-être pas, on le verra bien sûr. Non, c'est des blessures en général de fatigue. Parce qu'on joue tous les 4 jours, avec 3 jours de repos. Et on joue à plus de 30 degrés dans un pays où le climat est très humide, climat tropical humide. C'est lourd pour les muscles. On va aller directement au récapitulatif donc, de la soirée. Alors, on vous le disait, évidemment, aujourd'hui, on a eu droit à que des matchs nuls. Côte d'Ivoire 1, Guinée 1. Et ensuite, pour la deuxième affiche, Mali 1, Cameroun 1. On aura donc le classement... ah non, pardon. Ce sera plutôt Cameroun-Guinée. Voilà, Cameroun 1, Guinée 1. Et justement, je voulais revenir sur les matchs précédents. On avait donc eu Côte d'Ivoire-Guinée 1-1, Mali-Cameroun 1-1. Ce qui fait donc qu'au classement, on a une poule avec une égalité parfaite. Donc Cameroun est premier avec 2 points, la Côte d'Ivoire deuxième avec 2 points également, la Guinée troisième avec 2 points, le Mali quatrième avec 2 points. On serait tenté de se dire, mais finalement, pourquoi il y a un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième? Bon, parce qu'il faut bien un classement et quand, voilà. Quand toutes les équipes sont à égalité parfaite, on fait un classement par ordre alphabétique. Évidemment. Donc, dans ce classement, le Cameroun avec le CA vient en premier, la Côte d'Ivoire avec le CI et la Guinée ensuite. Ensuite, et au fur et à mesure. La troisième journée va être décisive. Et justement, on allait parler de la troisième journée. Cameroun, Côte d'Ivoire et Guinée-Mali. Oui, très intéressant parce que pour la Côte d'Ivoire qui a commencé une montée en puissance, on est vraiment curieux de voir ce qu'on va développer comme capacité de jeu face au Cameroun. Et surtout, le plus important pour les joueurs, c'est de se débarrasser de ce complexe d'infériorité face aux Camerounais parce qu'ils nous ont battus, de ce complexe d'infériorité possible, parce qu'ils nous ont battus en poule lors des qualifications. On peut partir de ça pour croire que c'est une équipe qui est au-dessus de la nôtre. Mais quand on regarde les 2 matchs que le Cameroun vient de faire, ce n'est pas une équipe qui est au-dessus de la nôtre, c'est une équipe qui est à notre portée. À condition que nous jouions à notre vrai niveau. Pour l'instant, on est en train d'aller vers. On n'a pas encore arrivé à notre vrai niveau. À notre vrai niveau. Bon, on espère qu'on va y arriver avant la fin de la compétition. Alors, demain, vous aurez Gabon-Guinée équatoriale. Ce sera donc en même temps que Congo-Burkina Faso, parce qu'on aborde déjà la 3e journée avec donc le groupe A, des affiches qu'il ne va falloir manquer sous aucun prétexte, parce que ce sera décisif. Soit on passe, soit on retourne à la maison. Exactement. Et je vais dire, il faut qu'on explique aux téléspectateurs que la 3e journée, les matchs ne sont pas décalés pour éviter toute forme de tricherie. Les 2 matchs se jouent à la même heure. Alors, et donc, on déplace une des 2 équipes dans une autre ville. Capi, on a fini. Alors, je vais vous dire merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup à vous aussi, le sponsor. On va rappeler juste le numéro rapidement du gagnant du jour. Le gagnant du jour est au 07 50 00 91. 07 50 00 91. Évidemment, il gagnera 50 000 francs. Merci beaucoup d'avoir passé ce petit instant en notre compagnie. On se laisse sur les plus belles images de la journée. À très vite. Le programme présidentiel de logement est une réalité avec la SICOGI. Plus de 2000 logements livrés et 15 000 en cours de réalisation. Appartements, duplex et villas à Yopougon, Abobo, Angré, Riviera et dans les villes de Daloa, San Pedro, Kong. Avec la SICOGI, vous avez l'assurance de la qualité, une facilité de paiement et une solution pour les entreprises. Infoline 20 30 55 44. SICOGI, nous savons faire des maisons.
La RTI et la SICOJ vous ont offert Soir de Cannes.